Il savait que quelque chose comme ça arriverait. À peine a-t-elle conféré à cet homme le pouvoir ultime qu'Angèle n'aurait jamais imaginé, qu'un coup de poing s'abat sur lui en plein visage. Un coup de grâce. Avant même qu'il puisse implorer sa grâce, ses ailes sont arrachées, car l'homme connaît la vérité, cet ange, d'apparence si pure et sainte, est en réalité un monstre qui ne vit que pour tuer. L'humanité est comme des animaux en cage pour Dieu. Elle grandit et évolue. Dans une cage appelée terre. Mais un jour, Dieu se lasse de nourrir ses insectes. Ainsi commence le jeu de l'Apocalypse, conçu pour anéantir l'humanité. Mais quelque chose tourne mal. Lorsque le reste de la bande tombe à genoux devant Gel, l'homme qui aurait dû être une marionnette tue le guide et Gel. Je viens de décrocher ma place dans l'épreuve de la mort. Les récompenses sont généreuses, mais j'en veux plus. J'exige une récompense supplémentaire de Gel. À peine ai-je prononcé ces mots que ses yeux s'injectent de sang. Elle ne peut tolérer l'audace d'un tel vermine. Elle tente de me donner la même récompense. Mais ses ressources habituelles sont déjà épuisées. Alors elle décide de s'en occuper elle-même. Si les anciens découvrent la vérité, les conséquences seront terribles. Mais elle ignore que tout cela n'est qu'un piège que j'ai tendu. Elle me conduit vers un petit bosquet. Pour me distraire, elle se retourne et m'adresse un doux sourire. Soudain, un coup de poing brutal s'abat sur son visage. Elle s'effondre au sol avec une telle violence qu'elle n'en croit pas ses yeux. Je suis déjà à sa portée. Ma main saisit ses ailes. Je les lui arrache sans laisser de traces. Mon but est simple, la faire tomber. Sans elle, pas d'échappatoire. Car je sais à quel point les anges considèrent les humains comme inférieurs à leur cœur et que la capacité de ces cellules ne peut être utilisée qu'une fois par jour. C'est pourquoi je l'ai délibérément amené ici. Angèle pousse un cri de douleur. Lâchez-moi. Je peux vous donner des pouvoirs supplémentaires. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, sa tête heurte le sol. Je sais à quel point leur haine est profonde. J'ai été témoin de leur hypocrisie 1000 fois, 10 000 fois, et chacune de ces vies, je l'ai passée à tenter d'être le premier à tuer l'Angèle pour obtenir cette récompense et ce succès légendaire. Félicitations. Vous êtes le premier voyageur à avoir tué le guide Angèle. Succès légendaire débloqué. Récompense tueur de Dieu, massacre de rang. S. Récompense sans d'ange. Voici le secret qu'il m'a fallu 1000 récompenses pour découvrir. Ce sang éveillera mon talent légendaire, Dieu de la mort. Quiconque le possède obtiendra un pouvoir lié à la véritable essence de la mort. À mesure que les talents s'éveillent, de nouvelles capacités se débloquent. Le stade, œil du Dieu de la mort, révèle la véritable faiblesse et la mort de tout être vivant. Les stades supérieurs sont actuellement verrouillés. Mais je sais que la forme d'aileron du talent Dieu de la mort recèle une puissance suffisante pour déchirer l'espace. Et je sais pertinemment que ce n'est pas le moment de m'y attarder. Je dois achever l'éveil de mon talent avant que les autres terriens ne terminent l'éveil de leur classe. C'est alors que la malédiction intervient. Le premier tour de l'épreuve est terminé. L'âme de chacun retourne dans son corps, comme réveillé d'un long cauchemar. Mais les corps qui jonchent le sol témoignent de la véracité de tout cela. 1,88 billion de personnes ont participé à l'épreuve. Il n'en reste que 900 millions. En quelques instants, tous les écrans sont inondés de larmes. Les gouvernements s'effondrent, pris de panique. Les réseaux sociaux regorgent de cris et de prières. Je n'ai pas de temps à perdre. Avec tout ça, je serre lentement le poing. Une étrange force m'envahit. Chaque style, chaque compétence, chaque talent. Machine translated by. Oui. Pour les gens ordinaires, ce déferlement de pouvoir pourrait les briser. Mais je sais que ce n'est pas bon signe. À mesure que les voyageurs deviennent plus forts, ils deviendront inhumains. Même les armes les plus puissantes seront impuissantes à les arrêter. La loi, l'ordre, la morale,
tout s'effondrera devant le pouvoir absolu. Je dois devenir le maître de chaque voyageur vivant jusqu'à ce que je tue Dieu et mette fin à ce cycle du mal. Mais quelque chose de plus important se produit. Je rentre précipitamment. J'ouvre la porte d'un coup. Kashia dort. Encore sur le canapé. Elle fronce les sourcils, comme en proie à un cauchemar. Kashia, réveille-toi. Elle cligne des yeux et se détend, me regardant. J'ai fait un cauchemar. Tant de gens ont disparu. Tout va bien. Je suis là. Allez, on est parti depuis si longtemps. Il faut qu'on aille quelque part. Où? Pour retrouver quelqu'un. Ce maudit Wade. Dans mes souvenirs d'anniversaire, ce soi-disant aîné harcelait Kashia depuis des mois. Il profitait toujours de sa taille. Lui réclamant de l'argent, et puis les choses ont empiré. Très mal. Il a fait emmener Kashia à l'hôpital. La première fois que j'ai repris conscience, j'étais si faible que je ne pouvais rien faire. Mais cette fois, c'est différent. Nous arrivons rapidement aux anciens repères de Wade. Bien sûr, il est là, à l'entrée de l'allée, avec quelques-uns de ses hommes. Demain. Il regarde Kashia et s'avance avec son sourire arrogant. Eh bien, tu viens voir ton aîné si tard. Combien d'argent de poche as-tu apporté? Il ne me remarque même pas, car pour lui, le frère aîné de Kashia est un vaurien. Qui ne mérite même pas un regard. J'avance. Ma voix est calme. Mets-toi à genoux. Demande-lui une raclée. Un silence de 2 secondes s'installe. Carrie. Ce gamin a-t-il un problème cérébral? Il n'arrive pas à finir ça. Phrase. Je lui saisis le poignet. Le bruit d'os qui se brise déchire le silence, comme une lame qui s'abat. Le rire de Ved disparaît aussitôt, remplacé par un cri qui déchire le silence de la nuit. Sa bande reprend ses esprits et se jette sur moi, s'emparant de tout ce qui leur tombe sous la main. Je me frappe la tête avec une barre de fer, et il abat sa paume sur la poitrine du premier homme. Le corps de ce dernier est soulevé du sol et s'écrase contre le mur. Le second homme, légèrement secoué, tente de lui asséner un coup de poing en plein visage. L'homme s'écarte doucement et le saisit par le col. Il le projette au sol comme s'il ne pesait rien. Tout se déroule en moins de 5 secondes. La rue est désormais plongée dans un silence complet. L'homme gît au sol. Son visage est blême de peur, il se tient le poignet cassé. Il s'agenouille devant lui. Son regard est glacial. Il lui demande s'il n'a pas vu les informations. 1,8 million de personnes ont participé à l'essai. 900 millions d'entre elles sont mortes, et il a sauvé le monde. Wade plisse les yeux. De toute évidence, il a vu les informations. Le monde entier parle de ce trimestre. Les survivants sont revenus dotés de pouvoirs surhumains. On les appelle les voyages, et l'homme qui se tient juste devant lui est le numéro 1. Il avertit Kawa que s'il s'approche de Kashia ou même s'il le revoit, il sera pire que la mort. Il se retourne et saisit la main de Kashia. Sa main tremble légèrement. Kashia lui demande comment il est devenu si fort. Désormais, il n'a plus rien à craindre. Mais une fois rentré chez lui, il ne se relâche pas. Il ouvre son ordinateur portable et commence à élaborer son véritable plan. Des souvenirs de voyages passés lui indiquent que l'économie mondiale s'effondrera complètement dans les 3 mois qui suivront, une fois les épreuves commanditées. Mais avant cela, une action. Le prix est sur le point d'être multiplié par des centaines. Max Sack, PDG du groupe Skelton, est lui-même un voyageur. Il était son plus proche compagnon dans ses vies antérieures. Il possède un talent unique, Dark Knight, d'une puissance incroyable. Au cours des prochains mois, il utilisera ce pouvoir pour développer rapidement son empire commercial, transformant le groupe Skelton, une petite entreprise naissante, en une co-entreprise valant des milliards de dollars. Il investit toutes ses économies et les pièces d'or rapportées du premier tour dans les actions du groupe Skelton. 2 jours et demi plus tard, la valeur de l'action grimpe en flèche. Sa fortune explose,
mais il ne s'arrête pas là. Il réinvestit tous ses profits dans le groupe Skeleton. Grâce à sa connaissance de ses vies antérieures, il infiltre leurs opérations et répète ce cycle 3 fois. En une semaine, son compte bancaire affiche un solde tellement positif que c'en est hallucinant. Il devient membre du groupe Seclan, détenant 31% des parts. Kashia se fige en voyant une notification bancaire sur son téléphone. Il y a trop de zéros, demande-t-elle. C'est combien? Il répond, 2. Quoi lui faire vivre plusieurs vies? Elle craint d'avoir fait une bêtise, mais il se contente de sourire, sans rien dire. Puis, il utilise l'argent pour acheter une luxueuse villa avec système de sécurité à 360 degrés et garde privée 24h24. Kashia trouve cela un peu excessif. 2 personnes seulement dans une maison aussi grande. Il lui explique que plus la maison est chère, meilleure est la sécurité. Le premier jour de chaque mois, l'âme d'un voyageur est aspirée dans ce royaume. À ce moment-là, son corps physique est complètement épuisé. C'est le moment le plus dangereux. Quelle que soit votre puissance dans le royaume de Stellaire, si votre corps meurt dans le monde réel, tout s'achève. Le visage de Kashia se décompose à ces mots. Le deuxième cycle commence 2 jours et demi plus tard. Il caresse les cheveux de Kashia et la rassure. Tant que son âme reste à l'extérieur, les gardes veillent sur lui. Lorsqu'il rouvre les yeux, il se trouve déjà sur le Stellar Rail. Cette fois, contrairement au premier round, il n'est pas dans un champ désert. Il est dans une vieille ville de pierre, entourée d'une forêt dense. Une odeur différente flotte dans l'air, celle du mazout, qui persiste uniquement sur le Stellar Rail. Tous les voyageurs y ont été conduits, et beaucoup le reconnaissent, la faux noire, l'ancien guide. La foule garde instinctivement ses distances. Leur regard exprime à la fois la crainte et le respect. Soudain, un ange apparaît. Tous s'étonnent, ce n'est pas le même. Elle sourit et explique que le guide précédent, l'ange Gel, a eu un accident. Elle va donc le conduire au deuxième round. À ses yeux, c'est la même vieille vermine déguisée. L'ange Gel annonce les règles. Pour ce round, les voyageurs doivent choisir un commandant de zone en 3 heures. Bonne nouvelle, aucun combat n'est requis. Le vainqueur commandera tous les voyageurs de la zone et décidera même qui vivra et qui mourra. Le vote commencera dans 2 heures et demie. Ceux qui auront voté seront renvoyés dans le monde réel. La foule exulte, car personne ne sera tué. 7. Nouvelle leur plaît, mais ils connaissent la vérité, choisir un commandant de zone n'est pas le véritable objectif. Le deuxième round a une véritable mission. Mais il ne commence qu'au niveau 10. Aussi, il ne s'arrête pas en ville. Il se dirige directement vers la jungle. Les jungles du royaume stellaire ne sont pas aussi ordonnées que celles d'Orf. Les arbres, hauts de plusieurs centaines de mètres, masquent le ciel. Chaque branche est recouverte d'une mousse scintillante. L'air, c'est le monde réel. Ni un jeu, ni une illusion. Chaque feuille, chaque insecte, tout est vivant et réel. Il repère un gobelin à la lisière de la forêt et le réduit en miettes en un clin d'œil. Mais les prédateurs sont rares en bordure. Ils s'enfoncent au cœur même de la forêt, là où vivent de vastes colonies de gobelins. Un voyageur égaré ici ne retrouverait jamais son chemin. Il sourit. Le dieu de la mort s'active, une faible lueur bleue perçant l'obscurité. Il repère aisément le point faible de chaque gobelin. Une mort à la fois. Au bout d'une demi-heure, il atteint le niveau 9. Sans réfléchir, il investit tous ses points d'attribut en acilité. 1000 récompenses lui ont appris à survivre coûte que coûte. Il sait qu'au début, aussi rapide soit-il, un seul coup peut tout anéantir. Mais avec une vitesse suffisante, nul ne pourra l'atteindre. Soudain, il sent une présence derrière lui. Le dieu de la mort émet 2 signatures lumineuses. L'une derrière un arbre, l'autre dans les buissons.
Il lève sa lame courte et dit « Sortez ». Une femme surgit de derrière l'arbre. Une voyageuse. Puis un homme apparaît derrière elle. Dès qu'il aperçoit son visage, ses yeux s'écarquillent. C'est Jaezu, le bras droit de Max. Khan est l'un des voyageurs les plus puissants au monde. Dans ses vies antérieures, il était un mentor privilégié de l'ordre des Chevaliers Noirs et l'un des compagnons qu'il souhaite recruter. Et cette femme est une célébrité nommée Yan Yuna, qui possède le don d'invocation et était destinée à devenir la 3e meilleure combattante de la zone. Mais la nostalgie n'aurait pas dû le pousser à la rencontrer si tôt. Yuna, entourée d'elle, joint les mains et, au milieu d'un flot de questions, déclare « Nous vous avons vu arriver au combat du premier round. Nous voulons faire équipe avec vous. » Il refuse, affirmant qu'il n'a pas besoin d'équipe pour le moment. Le plus important est de progresser rapidement. Se retournant, il voit les jambes de Yuna flancher et elle est sur le point de s'effondrer. Zayn la rattrape. Ils se regardent, profondément émus. Personne ne pouvait se permettre de quitter le combat sous le choc. Il ne s'arrête pas et s'enfonce dans la forêt. Après avoir abattu quelques goclans, ses cris attirent une meute de loups-garous. Ces créatures gris argentées sont bien plus imposantes que les goclans. Debout sur leurs pattes arrière, elles mesurent plus de 2 mètres et leurs membres sont recouverts d'une fourrure épaisse. Mais grâce au dieu de la mort, chaque point faible d'eux, leur corps brille comme une cible. Il sourit et déclare que c'est suffisant pour passer au niveau supérieur. Le cadavre tournoie et du sang gicle de partout. Félicitations, niveau 10 atteint, boutique débloquée. Gel de sang détecté dans l'inventaire. Activez l'éveil du talent de la horde. Sans hésiter, il choisit « Oui ». Le sang du cadavre se transforme en un liquide bleu et se dépose dans sa paume. En un instant, une terrifiante vague de puissance jaillit des profondeurs de son âme. Son ombre au sol se tord et se transforme en une masse d'un noir absolu. Le talent de la horde, éveil du dieu de la mort, est atteint, est terminé. L'arme exclusive est activée. Le dévoreur d'âme, déchirement d'âme du dieu de la mort, est débloqué et le mage de la mort est activé. Les dégâts infligés aux cibles sont augmentés de 120%. Le nouveau titre, Insulte divine de Kamala, augmente les dégâts de dicte électrique contre les êtres divins. Il ouvre la boutique et dépense 20 000 pièces d'or pour acheter une compétence de pistage, qu'il verrouille sur l'objet qu'il déteste depuis si longtemps. Il s'énerve. Étonnamment, il n'est pas si loin. Bien. Mais avant. Il suit le bruit. Un son se fait entendre dans la forêt. Ni monstre, ni voix humaine, ni rien d'entièrement humain. C'est un son différent. Comme si l'eau tombait des arbres, mêlée au vent. Il suit le son et émerge du troupeau de félins. La scène qui se déroule devant lui le stupéfie. Un groupe de voyageurs a encerclé quelqu'un. Armes dégainées, la convoitise se lit sur leur visage. Au centre du cercle, une petite fille est accroupie contre les racines d'un grand arbre. Elle n'est pas humaine. Des oreilles pointues se devinent entre les feuilles vert argentées. Son teint est si pâle qu'il semble presque translucide. Ses cheveux argentés sont tachés de sang, et ses yeux vert terre expriment à la fois la peur et la colère. C'est une elfe. Dans les souvenirs des 1000 reliques qui habitent le royaume stellaire, les elfes sont l'une des races les plus anciennes du continent. Ils vivent en harmonie avec la nature, possédant une magie puissante et une longévité séculaire. Mais à mesure que les terreurs des dieux s'intensifient, des essaims de terreur encerclent le royaume stellaire, et le territoire des elfes est lentement décimé. Leur race est presque éteinte. Le dieu de la mort scrute la jeune fille. Sa vitalité décline rapidement. Ses blessures sont si profondes que l'os est visible. Mais ce qui l'étonne, c'est la puissance de la lignée royale elfique, la magie qui s'élève en elle. Occupe-toi de tes affaires. Le chef du groupe se retourne. Il la regarde, et son expression change. Il la reconnaît. Mais la cupidité l'emporte sur la peur. Cette elfe est très chère. La coutume veut que tu aides. Espèce rare rapporte des récompenses spéciales.
Si tu veux une part, nous pouvons faire un marché. Il n'achève pas sa phrase. Il est déjà devant elle. L'épée de 100 litres lui transperce la poitrine. Puisque tu connais mon nom, tu dois mourir. Le reste du groupe, reprenant ses esprits, l'attaque simultanément, comme s'il s'agissait d'une légende. Le silence retombe rapidement dans la forêt. Il s'essuie le visage, retire sa lame du dernier cadavre et se tourne vers la jeune elfe. Elle est toujours là, hébétée par ce qu'elle a vu. Ses lèvres tremblent. Mais elle ne supplie pas. Elle est en colère, mais surtout terrifiée. À ses yeux, le voyageur et l'agresseur ne font qu'un. Il s'assoit pour ne pas paraître menaçant et demande « Quel est ton nom ?» Elle reste silencieuse un instant. « Nari, dit-il d'une voix grave et basse. Tes blessures sont profondes. Tu as besoin de soins. » Il sort une fiole de guérison de son inventaire et la place devant elle. Nari la fixe longuement. Car la saisit d'une main tremblante. Elle en soulève le bouchon avec les dents et verse le liquide sur ses plaies. Le liquide vert lui descend dans la gorge et les blessures commencent à guérir sous ses yeux. Où sont les tiens? Son corps se raidit. Ils sont morts. 2 mots seulement, comme si les prononcer lui avaient tout pris. Mon père est mort lors du dernier voyage, en appelant à la maison. Ma mère, il y a 3 jours. Elle le regarde. Elle tressaille et dit, tout. Le clan des guerriers de Jade a disparu. Je suis la seule survivante. Le peuple elfique est au bord de l'extinction. Hiro se souvient que, dans chacune de ses vies précédentes, il n'a jamais rencontré de survivant elfe lors du deuxième round. Ce qui signifie que, dans la chronologie originale, la femme serait probablement morte depuis longtemps. C'est Hiro qui a changé son destin en repoussant ses voyageurs. Mais, pour une raison inconnue, là. Voir se mordre les lèvres, empli d'une telle tristesse silencieuse, éveille quelque chose en Hiro. En 1000 vies, il a vu tant de morts et de souffrances que personne ne peut l'imaginer. Son cœur s'est endurci comme la pierre. Mais à cet instant, voir cette jeune elfe, qui j'ai tout perdu. Son passé lui revient en mémoire. Il demande, connaissez-vous d'autres villages elfiques dans les environs? La femme donne son nom. Les Torres de Jade ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ne reste plus aucun foyer elfique. Sur tout le rail stellaire. Il reste silencieux un instant. Venez avec moi, dit Car. Elle lève les yeux. Ses yeux émeraudes sont emplis de confusion. Je vous suis. Reconnaissante de m'avoir aidé. Mais je ne suivrai aucun voyageur. Des gens comme vous ont détruit ma maison, tué mon peuple. Le héros l'interrompt. Je ne suis pas venu pour détruire ce monde. Sa gorge est nouée, mais sa voix est si grave qu'il n'y a pas de place pour le rire. Je suis venu pour détruire les dieux. Les yeux de Nari se plissent. Dans les légendes elfiques, les dieux sont inaccessibles. Ils ont créé le royaume stellaire. Ils ont initié ces épreuves. Aucun elfe, humain ou autre race n'a jamais osé parler ainsi. Mais Nari sait que ce sont les mêmes dieux qui traitent toute créature vivante comme du bétail, comme si elle n'existait que pour périr sous les coups de Travelsif. Et pourtant, ce voyageur qui se tient devant elle parle de tuer des dieux comme si c'était la chose la plus banale au monde. Tu es folle, dit-il en lui lançant un regard. Mais as-tu une meilleure solution? Nari se tait. Puis, lentement, avec douleur, elle se lève et se met à le suivre en titubant. Je m'appelle Nara Elvin. Le dernier baiser des guerriers de Jade. Il y a une pointe de froideur dans sa voix. Je ne te suis pas. Je n'ai nulle part où aller. Héros ne se retourne pas. Mais un coin de ses lèvres se relève légèrement. Peut être que c'est dans cette ribra qu'il trouvera enfin le moyen de tuer Dieu. Tandis qu'il traverse la forêt, Héros ne ralentit pas un seul instant sa progression. La guérison de Nari est bien plus rapide qu'il ne l'avait imaginé. Son sang royal elfique lui confère des pouvoirs de guérison bien supérieurs à ceux de n'importe quel humain.
En une demi-heure, elle est de nouveau sur pied. Ce qui l'étonne encore plus, c'est le talent de combattante de Nari. Lorsqu'un groupe de goclans surgit des buissons, Nari lève la main d'un geste vif, et une sphère verte et lumineuse jaillit du sol, immobilisant deux goclans en plein vol. La puissance de la nature, la magie innée des elfes, dissipe le sort en 3 secondes à peine. Mais cela en dit long sur son potentiel. Tu peux encore te battre. Les elfes ne montrent pas leur faiblesse aux étrangers. Elle relève le menton en disant cela. Mais son visage est pâle comme un linge. Elle tente simplement de feindre le courage. Le héros ne se retourne pas, et avant qu'il puisse dire un mot, les derniers goclans sont anéantis. Soudain, un râle retentit du système de localisation. Quelque chose est tout près. Le regard du héros se glace. Attends ici, ne dis rien. La femme fronce les sourcils. Où vas-tu? Régler un vieux compte. Hector King. Ce nom est apparu presque systématiquement dans ses 1000 récits. Toujours associé à la souffrance. Dans ses vies antérieures, il a trahi le héros à maintes reprises et blessé ses proches. Le héros ne lui laisse pas le temps de réagir. Son corps disparaît après un bref instant, s'enfonçant dans, dit-il, les profondeurs de la forêt. Il est la pire personne que le héros ait jamais connue. Trahison. Coup bas, s'acharner sur un homme à terre, autant de mots bien trop faibles pour le décrire. Lors de la 7e vengeance du héros, il a vendu sa position pour un simple engrenage. Le héros. Lorsqu'Héro gisait blessé, il lui trancha la gorge de ses propres mains, le tuant sur le coup. Dans la Renaissance 409, il tua lui-même Cachia. Les cris de Cachia résonnent encore dans les cauchemars de Héro. 1000 cycles se sont écoulés, et pas une seule exception n'a été faite. Peu importe combien Héro modifie la chronologie, peu importe le nombre de chances qu'il lui accorde, cet homme est pourri jusqu'à la moelle. Un loup sous forme humaine. C'est pourquoi Héro cessa de provoquer le 500e. Si Hector Camoun apparaît dans chacune de ses vies, il doit être abattu sur le champ. La chasse a déjà commencé au cœur de la forêt. La jambe droite de Yuna est déchirée jusqu'à l'os. La moitié de son pantalon est trempée de sang. Elle se tient debout, appuyée contre un arbre, le visage complètement décoloré. Elle est pâle comme un agneau, ses lèvres légèrement violacées par la perte de sang. Zan se tient devant elle. Ses mains sont coupées et ensanglantées, elle tient son sabre court. Mais aucune peur ne transparaît dans ses yeux. Devant eux, Hector Camoun. Et ces 6 hommes se rapprochent lentement. Il n'y a plus d'issue. Hector sourit. Un brin d'herbe lui pend des lèvres. Tiens-toi droite, et peut-être que je te laisserai la vie. Sauve. Hector, ma belle, dis, tu n'es pas mal. Reste avec moi, et tu vivras ici comme une reine. Silence. La voix de Zan est glaciale. Oh, quel courage! Hector tourne la tête. Ses yeux brillent d'une cruauté sans borne. Alors brisons son courage d'abord. Finissons scène d'une seule façon et voyons ce qu'il en est. Les 6 hommes chargent. Ensemble. Zan n'est pas un novice. Il part les 2 premiers coups de sa lame. Mais la lance du 3e lui transperce l'épaule. La barre de fer du 4e le frappe violemment dans le dos. Il serre les dents et s'agenouille, refusant de tomber. Hector s'approche de lui. Calmement, le dominant toujours. Il lève le pied et l'enfonce violemment dans la blessure. De Zan. Un gémissement étouffé s'échappe de Zan, et les veines de son front se gonflent. Mais aucun cri ne sort de sa bouche. Intéressant, dit Hector en retirant son pied. En se tournant vers Yuna. S'il ne coopère pas, il n'aura même pas le temps de finir ça. Phrase qu'une lame d'un noir d'encre lui tranche silencieusement la gorge. La lame est à moins d'1 kilomètre de la veine. Hector est complètement paralysé. Il n'avait même pas entendu quelqu'un s'approcher. Il est figé. Pas un seul pas ne résonne, pas un souffle de vent.
Comme si la mort elle-même avait surgi du néant. N'en parle même pas, derrière lui. La voix d'Hiro résonne, calme comme si quelqu'un annonçait la météo. Mais la lueur bleue. Sur son visage irradie un froid glacial. Ce n'est pas seulement une intention de tuer. C'est l'odeur véritable de la mort. Les 6 hommes d'Hector se figèrent. La fierté qui se lisait sur leur visage fit instantanément place à la peur. Ils avaient reconnu cette arme lors du premier round. Tout le monde avait entendu parler de cette légende. La faux du dévoreur d'âmes. L'arme de la faux noire, le champion numéro 1 du premier round. C'est la faux noire, dit l'un des hommes d'une voix tremblante. La gorge d'Hector se noua. Une sueur froide lui ruissela sur le dos de la lame. Un léger sifflement se fit entendre, comme si elle rongeait le métal. Il esquissa un sourire forcé, et sa voix se chargea soudain d'une fausse familiarité. Et, parlons saine. Nous n'avons aucune animosité. La dette qui nous lie est si grande que tu ne pourrais jamais la rembourser. Les yeux d'Hector se plissèrent. Sommez-nous les premiers quand tu. Il recule d'un pas. Hector sent la vie lui échapper. Son corps bondit en avant pour prendre de l'avance. Mais après un demi-pas, il s'arrête net, le regard baissé. Son bras droit a disparu. Il se fige, les yeux rivés sur son visage. La partie sectionnée est lisse comme du beurre. Pas une goutte de sang n'a encore coulé. Tu vas mourir aujourd'hui. Soudain, un torrent de sang jaillit. Hector hurle et chancelle en arrière, la main gauche crispée sur son poignet. Ces 6 hommes reprennent enfin leurs esprits et lèvent leurs armes, terrifiés. Mais leur mouvement semble trop lent au héros. Le dieu de la mort s'active. 6 corps s'illuminent de 1000 feux. Une marque bleue s'est fixée sur chaque point. Vulnérable, cœur, colonne vertébrale, tempe. Il passe à l'action. Le premier chevalier aperçoit un éclair noir. Puis il sent une ligne froide sur sa nuque. Il baisse les yeux. Le sang jaillit de la plaie. Avant qu'il puisse porter la main à sa blessure. Ses jambes flanchent. Le second chevalier l'attaque. Sa lame est à peine à 7 cm du visage du héros quand sa main est tranchée. Puis la faux balaie le visage de l'horreur, le fendant en deux. Les 3e et 4e chevaliers se jettent sur lui simultanément des deux côtés. Il esquive, mais les attaques de front. Les corps des dévoreurs d'âmes forment un demi-cercle dans les airs, laissant derrière eux une traînée de lumière bleue. Les 2 corps retombent. De part et d'autre. Le dernier, le plus grand et le plus fort, perd ses jambes. Son arme lui échappe des mains. Il tombe à genoux. Pitié, laissez-moi partir. Le patin des dévoreurs d'âmes descend. Ayez pitié. 6 corps ne restent plus que 6 en 4 secondes, du début à la fin. Un voile de sang envahit la forêt. Hector s'effondre au sol, tremblant. Comme une feuille. Ces 6 hommes avaient survécu au premier round. Leur force et leurs réflexes étaient surhumains. Mais devant cet homme, ils étaient faibles comme du papier. Hector comprend enfin une vérité. Cet homme qui se tient devant lui vient d'un autre monde. Vous ne pouvez pas me tuer. Il hurle. Sa voix est étranglée. Toute fierté et tout humour ont disparu. Seul subsiste une peur viscérale et un instinct de survie. Si la population diminue, le quota pour remplir la mission diminuera aussi. Vous n'y gagnerez rien à me tuer. Il s'avance lentement vers lui. À chaque pas, Hector recule d'un pas. Son dos heurte un arbre. Il est piégé. S'il vous plaît. Sa voix est étranglée. Comme celle d'un rat. Je peux travailler pour vous. J'ai des informations. Je sais tout sur vous. Je peux le faire. Et vous? Il s'arrête devant lui et baisse les yeux. Déesse de la mort. Le fil de vie d'Hector vacille comme une bougie dans le vent. Si faible que vous pouvez le découvrir à tout moment. Vous pouvez vendre ma position à la police. Vous pouvez me trancher la gorge au feu rouge 123 ou 49. Il s'assoit.
La pointe de la faux est sous le menton d'Hector. Vous pouvez me trancher la gorge juste devant moi. Hector ferme les yeux. Il ne comprend pas ce que dit Héro. Mais le regard de Héro est si froid et si intense qu'il le glace d'effroi. Je ne comprends pas ce que vous dites. Hector se met à sangloter. Son visage est couvert de larmes et de morve. Je le jure. Je sais. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je n'ai jamais. Vous avez raison. Vous ne me connaissez pas. Parce que cela ne s'est pas encore produit. Il se lève. Sa jupe se soulève. Le cri d'Hector est brutalement interrompu. Un nuage d'énergie tellurique s'échappe de son corps et est absorbé par le dévoreur de terre. Il contemple les 7 corps d'une espèce disparue. Zin et Yuna ont tout vu. Le visage de Yuna pâlit. Elle se couvre la bouche pour ne pas vomir. La mise à mort fut aussi froide que si l'on avait écrasé une rangée de bâtons. Zin crache. Tous deux se penchent pour le remercier, mais gardent leur distance. Par peur. Merci de nous avoir sauvés, dit Zin d'une voix légèrement rauque. Il s'étrangle. Car ne peut s'empêcher de dire, vous et cet homme, il semblerait que vous ayez une vieille rivalité. Héro se contente d'acquiescer. Zin parle de quelqu'un d'autre. Il est assez intelligent pour ne pas s'attarder davantage sur le sujet. Après s'être séparé, Héro reprend son chemin. Nari l'attend toujours, appuyé contre un arbre. En le regardant, ses yeux émeraudes pétillent légèrement. Son regard se pose alors sur les taches de sang rouge foncé qui maculent les vêtements, les mains et le visage du héros. Tu es couvert de sang, dit-elle. Ce n'est pas le mien. Je sais que ce n'est pas le tien. Elle marque une pause. Ses yeux verts sont d'un calme absolu. Un silence s'installe. Il l'a bien cherché. Elle ramasse une feuille d'arbre, la jette dans un ruisseau voisin et s'approche du héros. Baisse la tête. Pourquoi? Tu as du sang sur le visage. Baisse la tête. Le héros se penche. Elle se met sur la pointe des pieds et essuie délicatement le sang de sa joue avec la feuille humide. Elle ne demande pas pourquoi il les a tués. Elle ne demande pas qui il était. Aucune peur, aucune haine. Comme si c'était la chose la plus banale au monde qu'il soit sorti, et tué des gens qui méritaient la mort et soit revenu le visage ensanglanté. Juste. Nettoyé. L'affaire est close. Elle recule et vérifie son travail. Oui. Il en reste encore un peu. Laisse tomber, ça ne disparaîtra pas comme ça. Je le laverai correctement à l'eau. En rentrant. Merci. Pourquoi? Elle détourne le regard. Le haut de ses oreilles a légèrement rosi. Allez, tu ne veux pas continuer à gagner des niveaux? Le héros la regarde. S'avancer sans rien dire, puis la suit. Pendant quelques minutes, Nari et le héros aident Kamalkar Monsif et gagnent des niveaux ensemble. Pendant ce temps, le héros en apprend davantage sur l'état du rail de Stellaire. La chute d'Els n'était pas uniquement due aux attaques des voyageurs. Bien avant cela, les anges avaient commencé à affaiblir chaque race du nectar de manière planifiée. Avant même l'arrivée des anges, ces derniers menaient une campagne délibérée pour priver chaque race indigène de son pouvoir. Les arbres elfiques des elfes ont été empoisonnés, les mines des Dwarfs scellées et le territoire des Werman réduits de force. Tout cela se produit sur ordre des dieux. C'est comme une vieille légende sur les elfes. Le héros dit en s'éloignant, c'est la même femme qui reste bloquée au dernier chapitre du livre. Comment le savez-vous? J'ai beaucoup de questions. D'après les anciens contes elfiques, lorsque les dieux privent chaque race de sa lumière, un esprit émerge de cette cage, déchirant le ciel et prononçant le verdict final. L'issue de cette guerre décidera du sort des deux mondes. Un esprit dans la cage. La femme répète. Doucement, tournant ses yeux brodés vers le héros. Vous avez dit être venu combattre Dieu.
Vous êtes l'homme au petit C. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Le héros l'interrompt. Après 1000 vérifications, il est certain de ne pas être cet homme. L'heure du vote approche. Tous les voyageurs sont ramenés au point de reconnaissance pour élire un commandant de zone. L'histoire se déroule dans un contexte où un homme, ayant tué de nombreuses personnes, lors du premier tour grâce à sa seule force, utilise désormais la peur pour contraindre les Sikh à voter pour lui. Apercevant le héros revenir, il se rue sur lui, furieux. Incline-toi devant moi. Je te laisserai la vie sauve. Le héros dégaine sa faux de 100 litres. À la vue de cette arme qui promet la mort, Sono est saisi d'une sueur froide. Il comprend qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Vraiment? Sono serre les dents, mais reste immobile. Le héros se retient. Car il souhaite que Sono devienne commandant de zone. Son commandement, priorité, lui sera très utile lors du 3e tour. Le vote final a lieu et Sono est élu commandant de zone. Angel Gel, comme le héros l'avait imaginé, annonce les calculs de la priorité. Ce commandement ne peut être utilisé que 10 fois et est incompatible avec tout voyageur dont le talent a été débloqué. Le visage de Sono se décompose. Angel Gel annonce alors qu'un seul voyageur dans cette zone a achevé l'éveil du talent, la faux noire. Tous les regards se tournent vers le héros. Ils ignorent que cela signifie qu'il est la seule personne que le commandant de zone ne peut contrôler. Avant de renvoyer son âme sur terre, le héros se retourne une dernière fois et regarde la femme. Elle n'est pas le voyageur. Elle ne sera donc pas extraite et restera là. Je reviendrai au prochain tour, femme. Elle détourne le visage. Comme si elle n'avait rien entendu. Mais le héros remarque que ses oreilles sont devenues roses. Il comprend. Le temps presse. Il doit trouver une personne spéciale dans le monde réel. Le héros ne trouvera pas la paix. Camilla est le partenaire qu'il souhaite recruter. Plus important encore, il possède un talent difficile unique, gardien, qui augmente toutes les statistiques des voyageurs proches de 50%. Camilla possède également Salle des gardiens, qui crée des boucliers pour jusqu'à 5 personnes. Une telle unité lors d'un combat d'équipe est inestimable. D'après ses souvenirs, Camilla travaille probablement dans une pâtisserie. Il la repère rapidement. Une jeune fille aux cheveux attachés en queue de cheval, occupée à emballer des cartons derrière le comptoir. Quand le héros entre, elle lève les yeux et cligne des yeux. Tu es ma camarade de classe, n'est-ce pas? Le héros fait comme s'il ne l'avait jamais vue. L'expérience lui a appris que s'il s'approche trop vite, elle se méfiera. Mais si elle pense qu'il s'agit d'une rencontre fortuite, elle se confiera plus facilement. Excuse-moi, je ne me souviens pas très bien de toi. Un instant de tristesse traverse le visage de Camilla. Puis elle lui sourit. Ce n'est rien. On m'oublie souvent. Que puis-je te servir? Le héros commande un tour à Camilla et lui glisse discrètement de l'argent en payant. C'est cher. Considère ça comme une récompense pour ton travail. Camilla reste sans voix. Après quelques autres rencontres fortuites, ils échangent bientôt leurs coordonnées. C'est une fille très simple. Elle fait facilement confiance aux gens. C'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Lors d'un dîner de groupe, elle révèle elle-même au héros l'existence de son Akliti. 50% de réussite dans tous les mondes, c'est incroyable! S'exclame le héros en consultant son panneau d'attributs, visiblement surpris. Elle rougit et avoue que ce n'est pas si extraordinaire, puisqu'elle ne sait même pas se battre. Elle ignore tout du danger que représente cet Akliti. Au premier tour, le héros reçoit un œuf d'or aléatoire. Sa récompense est également aléatoire, mais la chance n'influence que le nombre de pièces trouvées. Avec l'entourage de Camilla, le résultat est plus que probable. En remportant à la fois son entourage et la salle d'abattage, le héros. Ouverture.
9 999 pièces d'or. C'est la récompense maximale pour 1000 points. Camilla lui remet également un cristal de fruits lumineux. Elle explique qu'il s'agit d'un cristal magique qu'elle a trouvé par hasard lors d'une épreuve. Le héros aperçoit le cristal et une tempête se lève dans son cœur. Un cristal magique de fruits, le plus rare des 7 types. Une fois l'opération d'insertion débloquée au sommet du niveau, il augmentera toutes les statistiques simultanément. Sa valeur est difficile à estimer en fin de partie. Camilla sourit et dit que puisque le héros a tant fait pour elle, une pierre ne vaut rien. Elle ne réalise pas que cette pierre est un trésor. Le 3e round commence. Bientôt. Alors que l'âme du héros est attirée, il ressent quelque chose de différent. La destination, Galia, n'est pas une cité de pierre ronde. C'est une forteresse entourée de hauts murs. Une immense balustrade de cristal se dresse au centre. Cette zone est également adresse divisée en sous-zones. Les voyages de la sous-zone du héros sont libérés à l'intérieur de la forteresse. Un total de 4900 personnes. 1. Ange descend et, souriant, énonce les règles que tous redoutent. Détruisez la relique. Protégez-la pendant 3 heures et poursuivez votre chemin. Seuls 12 250 participants accéderont à la suite. Autrement dit, les 3/4 périront. Les règles sont simples. Toutes les 30 minutes, des monstres attaqueront la relique, et les voyageurs devront la sauver. Le classement final sera établi selon les compétences. Les 1250 meilleurs l'emporteront, les autres mourront. C'est une pierre. Il comprend immédiatement. Celui qui tue le plus de monstres gagne. Et grâce à son contrôle absolu, ce tour devrait être facile à gérer. Mais les étapes suivantes dans la prison des Ange le plongent dans une situation délicate. Le commandant de zone peut utiliser son contrôle absolu durant ce tour. Cependant, si un voyageur tue le commandant, son assassin prendra immédiatement sa place. Une fois devenu commandant, ses 10 utilisations de contrôle absolu seront réinitialisées. Le regard de tous les présents se fige sous le choc. Le héros s'approche de lui et lui dit « N'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour te tuer. Je peux te garder en vie. Mais tu dois m'obéir. » L'orgueil de Son prend le dessus et il refuse. Le héros s'y attendait. À partir d'aujourd'hui, ta vie ou ta mort ne me concerne plus. Pendant que le reste du groupe se dispute le poste de commandant, le héros quitte le fort. Il se dirige droit vers la forêt, car il sait que Nari s'y trouve encore. Effectivement, près des ruines des Torres de Jade, il trouve Nari Kamal. Elle est assise seule sous un secrétaire mort. À côté d'elle, un bouquet de fleurs fanées. Le seul moyen de se souvenir de ses ancêtres. Te revoilà. Sa voix est neutre. Mais le héros voit le coin de ses yeux s'illuminer. Je t'avais dit que je viendrais. Elle hoche légèrement la tête. Viens avec moi. La zone d'épreuve est proche. J'ai besoin de gagner des niveaux. Et si tu restes ici, la prochaine équipe de voyage viendra te chercher. Nari se lève et époussette sa jupe. Je ne viens pas parce que j'ai peur. Je sais que je n'ai nulle part où aller. Elle l'ignore et poursuit son chemin. Ce n'est pas le bon chemin, le héros indique une autre direction. Les oreilles de Nari rougissent et elle se retourne en marmonnant quelque chose. 2. Retour dans la zone d'épreuve, le héros se consacre pleinement à l'entraînement. Le 3e round regorge de monstres et offre un bonus d'expérience pour les niveaux de coupe. C'est pourquoi la progression est si rapide. À chaque fois que Dévoreur de Terre tue un ennemi, le talent déchirement de terre absorbe automatiquement de l'énergie de la Terre, augmentant les statistiques du héros de façon permanente. Nari, à l'écart, observe la scène avec surprise. Elle n'arrive pas à croire quel genre de monstre vous êtes. Un dieu. De la mort. Vous plaisantez? Non, elle reste silencieuse un instant. Un dieu de la mort n'existe pas dans Eleven Legends. Non. Il croit que les esprits retournent à la lumière. Peut-être, mais un dieu de la mort se tient juste devant vous. La femme se retourne et murmure quelque chose dans une langue elfique que le
Héros ne comprend pas. À la fin de la 3e vague, le héros atteint le niveau 20. L'opération de découpe de douille personnalisée est débloquée. Le héros insère immédiatement le cristal magique de papyrus que Kamaya lui a donné dans la faux du dévoreur d'âmes. Un motif violet clair se forme sur la lame, et tous les stats augmentent simultanément. Le 2e niveau du talent dieu de la mort est également débloqué. Le domaine nuit éternelle est entièrement débloqué. Une nouvelle compétence est débloquée, nuit ou mort, qui plonge un rayon de 1 km dans les ténèbres éternelles. Dans ces ténèbres, la puissance d'attaque, la foreuse et la vitesse du dieu de la mort sont réduites de 50%, tandis que la vision des autres est fortement altérée. Une salle du dieu de la mort apparaît également, qui augmente la puissance d'attaque de 100% pendant la journée et la vitesse de 50% supplémentaire la nuit. En un clin d'œil, toute lumière disparaît dans un rayon d'1 km autour du héros. Le ciel devient d'un noir absolu. Seuls ses yeux brillent d'une faible lueur bleue. La 4e vague de Gokulan surgit et disparaît dans les ténèbres. À l'intérieur du domaine de la nuit éternelle, il erre, aveuglé, puis s'effondre dans l'obscurité, sa balance de 100 litres à ses côtés. Tel un dieu de la mort entend les ténèbres, chacun de ses coups est un coup de grâce. Dans cette nuit noire, seuls les cris d'agonie des Goquins et le claquement des faux déchirent l'air. La femme se tient à la lisière des ténèbres. Ses yeux brodés sont fixés sur l'ombre qui se profile dans l'obscurité totale. Son cœur ne bat pas la chamade, car même dans cette obscurité suffocante, l'homme dégage une énergie qui, malgré elle, la rassure. Après avoir vaincu la 4e vague, elle empoche 20 000 pièces d'or et acquiert la compétence de reconnaissance. Pendant ce temps, le camp de Snow est anéanti. La 5e vague amène des loups-garous terrifiants, 10 fois plus nombreux que les voyageurs restants. Snow a déjà utilisé ses 10 commandements spéciaux. Désormais, il ne peut qu'implorer l'aide du héros. Mais celui-ci le regarde froidement. Une fois que tu auras utilisé tes commandements spéciaux, tu ne me seras plus d'aucune utilité. Le visage de Snow se décompose. Soudain, l'un de ces hommes, un homme grand et large d'épaules nommé Mako, se jette sur lui et, sans lui laisser le temps de réagir, lui enfonce une lame dans la poitrine. Désolé, je veux juste vivre. Une notification de malédiction retentit. Mako a tué le commandant de zone Snow. Il hérite du poste. Stupéfait, Mako tombe à genoux devant Hiro. Il lui prête allégeance. Tout se déroule comme prévu. Mais le geste suivant de Hiro le terrifie. Il lui propose d'utiliser ses commandements spéciaux sur 10 de ses hommes et de tuer. Réclique. Mako reste bouche bée. L'Angel avait prévenu que briser la relique entraînerait un châtiment terrible. Il la brise silencieusement dans un fracas assourdissant. La relique de notification personnalisée disparaît. Mission accomplie. L'Ankofé divin arrive dans 30 minutes. Le chaos s'installe dans le voyage. Mais pour la première fois depuis longtemps, le héros sourit. Bientôt, l'Ankofé divin descend. Il descend lentement, enveloppé de lumière dorée. Son visage arbore un sourire serein, un doux sourire. Soudain, des milliers d'épées de lumière se mettent à déferler du ciel. 300 voyages sont anéantis dans la première vague. Profitant de la confusion, le héros se retourne et atterrit derrière l'Ankofé divin. L'œil du dieu de la mort se fixe sur son poing. Il bondit et déclenche pardon de la mort. Les dégâts sont augmentés de 120%. Combiné aux dégâts mortels du titre tueur de Dieu, une épée de 100 litres lui transperce l'œil, lui infligeant 40% de dégâts en un seul coup. Elle hurle de douleur et invoque un porteur pour l'étourdir. Mais le héros connaît chacun de ses mouvements. Il s'échappe à la dernière seconde avant que le porteur ne se referme. Il se retourne et lui tranche l'autre œil. Elle est désormais aveugle. L'ensorceleur divin entre dans une rage folle, et Kina se met à tirer des lames de lumière sur toutes les cibles. Les ténèbres de la nuit ou de la mort consument instantanément toute lumière. Dans le domaine de la nuit éternelle,
la puissance de ces lames de lumière est quasiment nulle. Il se déplace dans l'obscurité totale. Une lame lui tranche l'aile gauche. Une autre, la droite. L'ensorceleur divin est vaincu, forçant ses paquers à utiliser leurs compétences spéciales, le trancheur de radiance génétique. Il est immunisé contre tous les dégâts pendant 60 secondes. Le héros s'éloigne et attend en silence. 60 secondes s'écoulent. La lumière faiblit. Un esquisse de 100 litres forme un cercle parfait et le décapite. Félicitations. L'ensorceleur divin est vaincu. Niveau 3. 8000 pièces d'or gagnées. Bonus de 4000 pièces d'or. Nouveau. Titre, Kamala Kadir au jugement divin, réduisant les dégâts des êtres divins de 80%. Les salles condensées le sens divin et fiabilité divine sont également disponibles. Son niveau atteint 30. La salle fiabilité divine augmente directement son intelligence de 30 points, ce qui augmente les dégâts des compétences de 30%. C'était la véritable raison pour laquelle elle a tué Relique. Seule la destruction d'un encouragement divin permet d'obtenir cette récompense. Impossible à obtenir par la voie normale. L'ange descend du wagon prison et annonce le classement. Zone blanche, espace noir, échelle, nombre de victimes, 3631. Tous les voyageurs présents écoutent. Lorsque les couleurs de la libération de la prison angélique s'éteignent, des milliers de voyageurs restés sur place sont réduits en cendres. Yuna tremble tellement qu'elle tient à peine debout. Zin lui serre la main, et Nari, silencieuse dans l'ombre des arbres, observe la scène. Un torrent de feu brille dans ses yeux émeraudes. Son expression est indéchiffrable. Bienvenue dans le monde des voyageurs. Impitoyable et froid, où les forts dévorent les faibles. Mais l'homme qui se prétend le dieu de la mort, face à des milliers de personnes, lance, allez-vous rester là sans rien faire et assister au massacre de votre propre peuple? Le cœur de Nari s'emballe. Soudain, elle se dit que cette petite légende elfique n'est peut-être pas qu'un conte. De retour dans le monde réel, Hiro entame la phase suivante de son plan. Il lui faut d'abord éliminer une menace, le sauveur Zagne. Il a acquis la rune de l'éclair lors du procès. Dans ses vies antérieures, il a commis d'innombrables crimes dans le monde réel grâce à l'électrum aveuglant de cette rune. Mais qu'est-ce qui le rend si dangereux? Il obtient ensuite la salle de l'esprit, une pièce capable de lire dans les pensées. Une fois qu'il s'en sera emparé, il sera quasiment invincible. Dans mes vies antérieures, Xavier a kidnappé Casia et l'a utilisé comme un pion pour me soutirer des informations. J'y ai perdu un œil. Alors, à chaque réincarnation, je le repère en premier pour m'emparer de la salle de l'esprit avant lui. Cette fois-ci, rien ne change. Il enfile un masque et se dirige vers un vieil entrepôt abandonné. Le clair de lune filtre à travers les fenêtres brisées et inonde le canapé. Jacquerie jaune est déjà sur place, à la recherche de la salle de l'esprit cachée. Godess a également pu toucher certains objets dans le monde. Lui seul sait où chercher. Lorsqu'il aperçoit un homme de Mars à la porte, son expression change. Qui était-ce vous? Je suis venu emprunter quelque chose. Quoi? Il lève son épée à plus de 100 litres. Sa lame lui d'un bleu pâle au clair de lune, un effet absolument saisissant. Ta vie. Xavier active immédiatement la salle flash. Une lumière blanche aveuglante émane de son corps. Mais l'instant d'après, les ténèbres du domaine de la nuit éternelle, ou de la mort, engloutissent toute lumière. Là-bas, la lumière n'existe plus. Il lui arrache la pièce des mains. La salle mentale vient d'être activée. La salle mentale peut lire les pensées les plus profondes du cœur. De n'importe quelle cible. Grâce à cela, la rencontre avec Mars sera définitivement interrompue. Samedi, une réunion en direct est prévue à l'hôtel, l'un des atouts cachés de Max Kitchen. Des milliers de retraités lui ont confié des secrets que la plupart des gens ignoreront. Mais aujourd'hui, il joue le rôle d'un enfant innocent qui ne sait rien. Jésus arrive le premier. Il se
Fige à la vue de son héros, un étudiant de 20 ans son aîné. Comment peut-il être l'actionnaire principal d'investissement d'une valeur de 280 milliards de dollars? Chaque vague de suspicion le traverse. Max Kitchen arrive un peu en retard, vêtu d'un costume argenté et de bracelets. De chevilles noires. Sa présence respire la richesse et une froideur distante. Son arrivée tardive était une manœuvre délibérée pour affirmer son pouvoir. Le héros lui serre la main avec un sourire. Innocent. La mafia offre un festin digne d'un roi. Le héros poursuit son numéro. Tel un enfant. Découvrant le monde pour la première fois, il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. La mafia le regarde et conclut qu'il n'est pas l'héritier d'une grande famille. Si jeune et déjà si riche. Quelqu'un vous a-t-il soutenu? Je viens d'avoir 20 ans. Ce n'est pas si jeune. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Vous avez 20 ans. Même si vous aviez commencé à gagner de l'argent dès votre naissance, vous n'auriez jamais pu amasser des centaines de millions tout seul. Il prend son air le plus innocent. Oh, je ne suis pas si exceptionnel. Mon premier grand succès est dû à un simple investissement, qui a connu une croissance exponentielle. Puis il leur révèle la véritable raison d'être de son entreprise. Pendant le procès, j'ai découvert un don particulier pour la réobservation. Vous plaisantez? Jésus n'y croit pas. Pour apaiser leurs soupçons, il dévoile des secrets sur Max Kitchen que personne ne devrait connaître. Il explique que malgré la quantité importante de données du groupe Star en sa possession, sa propre famille ne l'a jamais pris au sérieux. Il a secrètement créé le groupe. Ce clan, et cet hôtel est aussi son actif caché. Jésus veut savoir d'où il tient toutes ces informations. Mais Max Kitchen reste silencieux, perdu dans ses pensées. Puis il joue sa dernière carte. Et si je vous dis que j'ai des informations sur le procès 4? Croirez-vous encore que je mens? Toute confiance disparaît instantanément de leur visage. Il leur dit, ce procès ne consiste pas à tuer le Monsif. C'est un voyageur contre un voyageur. 2 minutes plus tard, l'homme le plus calme de la pièce se penche en avant, l'air grave. Si vous dites vrai, dit-il en posant son verre. Les yeux rivés sur Héros, alors je soutiendrai pleinement votre plan. Car pour Max Kitchen, les informations sur chaque procès sont inestimables. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas un prophète. C'est un homme qui a été réincarné 1000 fois. L'identité du serrurier, 10 fois plus. Si la vérité sur ma véritable identité éclate, je suis damné. Les anges, même Gaudi, peuvent me traquer. Mais la prévoyance est un don que les gens comprennent facilement. Il n'y aura pas beaucoup de soupçons. Il expire lentement en quittant l'hôtel. Le premier pion est en place. Il doit maintenant transmettre les informations concernant le procès 4 à Camin. À leur arrivée, il arrive dans sa nouvelle Sportfie. Camin, en le voyant, est stupéfaite. Elle est vraiment à toi? Monte et regarde par toi-même. Camin, curieuse comme toujours, demande combien ça t'a coûté? Il répond calmement 9 millions. Ce chiffre lui paraît insurmontable. 9 millions. Tu sais combien de petites boutiques on pourrait ouvrir avec autant d'argent? Je n'ai probablement jamais vu 9 tueurs de ma vie, et maintenant si. Ne te sous-estime pas. Il y a quelques jours, je n'avais rien non plus. Regarde-moi. Mais Camilla n'écoute pas. Elle est complètement perdue dans ses pensées. Il a des centaines de tueurs, et le voilà, à traîner avec moi. Est-ce qu'il m'aime bien? J'ai l'impression d'être à un rendez-vous. Séjour aux Is. Il la regarde d'un air impassible. Et dit, Camillan, il faut que je te dise quelque chose franchement. Il sent une connexion. Se créer. Son cerveau se fige. Connexion. Il s'éclaircit la gorge à plusieurs reprises pour détendre l'atmosphère. Être franc, ça veut dire que je dois te dire quelque chose. Camilla.
se cache le visage et rit. Elle dit qu'elle plaisante, mais au fond d'elle, elle est rongée par la honte. Il va droit au but. Avoir autant d'argent, ce n'est pas de la chance. C'est grâce à Futur. Rue. Futur rue illumine le visage de Camilla. Ta chambre est magnifique. Mais pourquoi ma? Tu racontais une histoire aussi incroyable? Il esquisse un sourire. Tu m'as aussi parlé de ta chambre, n'est-ce pas? C'était parfait. Camilla rit comme une enfant, comme une enfant. Ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur. Puis elle lui demande pourquoi il lui a parlé. De sa course et de son secret. Il répond que s'il ne lui avait pas dit la vérité, elle n'aurait pas cru ce qu'il allait lui révéler. Il lui donne alors les détails de l'épreuve 4. Camilla est sous le choc. Elle ne sait pas comment réagir et il est clair qu'elle ne réalise pas la gravité de la situation. Il la prévient à 3 reprises de faire attention à son entourage. Camilla voit à quel point il tient à elle et se perd dans ses pensées. Il est tellement intéressé par moi. Je suis sûr qu'il m'apprécie un peu. S'il m'invite à sortir, devrais-je l'accepter? Après avoir quitté Camilla, Héro est un peu confus. 1000 frottements se sont écoulés et il comprend maintenant que Camilla a des sentiments pour lui. Mais c'est une bonne chose. Il a maintenant une base émotionnelle sur laquelle s'appuyer. Il peut garder son sang-froid plus facilement. L'épreuve 4 commence comme prévu, alors que son itinéraire atteint le rail de Taylor. L'atmosphère est complètement différente de celle des épreuves précédentes. Un ange descend en piqué et annonce les règles. 4e épreuve, voyageur contre voyageur. Chaque voyageur gagnera 3 insignes de lumière. Un insigne sera perdu à chaque mort. Si tous les insignes sont perdus, la mort est inévitable. Seuls les 500 meilleurs détenteurs d'insignes accéderont à l'épreuve suivante. Le carnage commencera dans 24 heures. Les morts survenus avant ce délai ne seront pas comptabilisés. Cette épreuve est aussi impitoyable que toutes les précédentes. Désormais, votre ennemi n'est plus un monstre prévisible, mais quelqu'un d'aussi intelligent et dangereux que vous. La voix d'Angèle ralentit et la tension monte dans toute l'arène. Son premier. Il s'éloigne de la foule et court vers les torres de jade. Effectivement, sous le corps de la secrétaire, il trouve Nari Kamal. Mais cette fois, elle n'est pas seule. 7 ou 8 fillettes l'entourent. 11 autres sont assises tristement derrière elle et le regardent avec les mêmes grands yeux émeraudes que Nari. Où as-tu trouvé ce Kamal? Le visage de Nari s'adoucit, chose rare pour le héros. Après ton départ, je suis allé au cœur de la forêt. Et j'ai trouvé ces Kamal. Les 5 derniers fils des torres de jade. Ils sont tous des enfants. C'est 11 enfants. L'aîné a environ 10 ans, selon les critères humains. La plus jeune a probablement 4 ou 5 ans. Elle s'accroche à Nari comme si elle était leur dernier membre de la famille. Nari qualifie leurs parents d'erreur. Il se tait un instant. Ce vrai voyageur est un vrai voyageur. La jungle va être plus dangereuse que jamais. Tu ne peux pas rester ici. Nari hausse la voix. Alors, où était-ce-vous? Venez avec moi. Je vais trouver un endroit sûr. Tu dis toujours ça, ricane-t-elle. Mais elle rassemble déjà les 11 enfants. Et leur dit de faire leur bagage. Héro remarque que Nari a construit un petit campement en son absence. C'est rudimentaire, certes, mais les murs recouverts de feuilles et les couches successives de feuilles témoignent qu'elle n'a jamais cessé de veiller sur ses enfants. Tu faisais tout ça toute seule. Else ne renonce jamais à ses rêves. Elle le dit comme si c'était la vérité absolue. Une des petites filles tire sur la manche de Héro. Elle lève les yeux et demande. Dans son langage enfantin, c'est toi, celui-là. Ellie regarde les hommes puissants dont parle Nari. Son visage devient écarlate. Elle lui tourne aussitôt le dos. Je n'ai rien dit de tel. Je te l'ai raconté il y a 10 ans. Nari a dit que tu avais chassé les méchants et vaincu un ange très puissant.
La petite fille se met à sauter de joie. L'expression de Nari est telle qu'elle souhaiterait que le sol disparaisse et qu'elle s'y fonde. Le héros ne peut s'empêcher de rire. C'est la première fois en 1000 ans qu'il rit aussi franchement. Il emmène la femme et les 11 enfants dans une grotte cachée à la lisière de la zone d'épreuve, un endroit que la plupart des voyageurs éviteraient. Une fois installé, il se met au travail. L'épreuve 4-2. Objectifs principaux, premièrement, collecter des badges et rester parmi les meilleurs. Deuxièmement, tuer Mako et neutraliser la commission de durcissement. L'orgueil de Mako est à son comble depuis qu'il est devenu commandant de zone. Dès la fin de l'épreuve 3 et le retour d'Arta, il s'est brouillé avec son équipe. Dès le début de l'épreuve 4, son premier réflexe est d'utiliser son contrôle de surcharge sauvegardé sur Hiro. Il ignore que cela neutralisera une commission de durcissement. Tuer le commandant de zone dans une zone d'épreuve spécifique ouvre la porte de la zone d'épreuve profonde. Le héros a besoin de quelque chose là-bas. En cherchant Mako, il rencontre plusieurs autres voyageurs. La plupart prennent la fuite à sa vue. Certains, moins malins, tentent de l'attaquer. Leur sort est le même, un drapeau perdu, et il rebrousse chemin. Il ne les tue pas, mais leur prend 10 drapeaux. Le dieu de la mort lui révèle toutes ses faiblesses et ses failles. Combiné à sa précision libre, il neutralise chaque attaque avant même qu'elle ne commence. Finalement, dans un champ de ruines, il trouve Mako. Il est accompagné de 7 ou 8 voyageurs, qu'il a enfermés de force dans le contrôle. Allez, allez, regarde. Qui est là? Mako le regarde et lui adresse un sourire narquois. Tu arrives à point nommé. Il y a des fous furieux. Il est à sa gorge. Le sourire de Mako s'efface. Mission accomplie. La lame s'abat. Félicitations. Vous avez éliminé le commandant de zone actuelle et décroché une mission héroïque. La porte d'exil s'ouvre. Les 3 insignes de Mako et l'autorité de commandant de zone s'abattent aussitôt sur le héros. Une autorité qu'il refuse. Conformément aux règles, il peut la refuser, et il le fait car il sait que lors des épreuves futures, le rôle de commandant de zone sera lourdement sanctionné. Un titre qui sonne puissant mais qui, au final, mène à la mort. La porte d'exil s'ouvre à l'endroit même où Mako a péri. Un vortex noir crépite dans le sol, dégageant une odeur inquiétante. Il s'y engouffre. La seconde chambre s'ouvre sur un vaste espace rouge sombre, appelé la zone de la terreur profonde. Les monstres qui y rôdent sont plus puissants que ceux de la zone de la terreur classique. Mais les récompenses sont à la hauteur. Ce qu'il cherchait se trouve ici, le coq de l'ombre. Ce dernier bannit complètement le coq dans les cieux. À tel point que même les anges ne peuvent le repérer. Cet esprit lui sera d'une aide précieuse lors de sa rencontre avec les grands anges. Alors qu'il émerge de la zone de la terreur profonde. La 4e épreuve touche à sa fin. De retour à la grotte, il aperçoit une femme qui apprend à des enfants à confectionner des anneaux d'herbe. Le clair de lune filtre à travers la porte, illuminant les cheveux argentés de la femme. Le silence est digne d'un tableau. Tu es de retour, a-t-elle répété maintes fois. Mais cette fois, sa voix est empreinte d'une familiarité nouvelle. Je suis de retour. La plus jeune elfe s'appelle Kalkital. Désormais, elle n'a plus peur de lui. Elle accourt et lui tend un anneau d'herbe tressé. C'est pour toi, dit Nari. Le porteur te protégera des cauchemars. Il la regarde. Un silence s'installe quelques secondes. Merci. Nari l'observe. Du coin de l'œil. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Cette nuit-là, alors que tous les enfants elfes dorment, lui et Nari s'assoient sur le paillasson. Le ciel étoilé, d'un blanc immaculé, est un spectacle à couper le souffle. Les étoiles scintillent de bleu et de vert. Ce n'est pas aussi enchanteur que le ciel terrestre. Les astres lointains brillent faiblement, et le parfum des fleurs embaume l'air. Merci. La femme dit soudain, pourquoi
Merci de ne pas les avoir tués. La plupart des voyageurs qui trouvent des enfants les tuent pour les piller ou les réduisant. Esclavage. Vous êtes la première à nous avoir aidés. Je ne suis pas une bonne personne. Je le sais. Elle se redresse, serrant ses genoux contre sa poitrine et les fixant du menton. Vous avez tué beaucoup de gens. Je les ai vus, mais vous n'avez jamais tué d'innocents. Ça suffit. Un long silence s'installe. Quel avenir attend votre peuple? Non, je ne sais pas, sa voix s'éteint. Il n'y a pas d'avenir pour Else. Le secrétaire est mort. Nos terres nous ont été confisquées. Tous les jeunes guerriers ont disparu. Il ne reste que ces quelques enfants et moi. Il y a un avenir. Comment le savez-vous? Ta clairvoyance a-t-elle commencé à se retourner contre toi? La clairvoyance n'est pas une promesse. Il la regarde dans les yeux. La femme est complètement stupéfaite. Dans ses yeux émeraudes, il voit le ciel entier et l'image d'un héros. Quand tout sera fini, je trouverai un nouveau foyer pour Else. Elle ouvre la bouche. Puis elle la referme. Elle se retourne et jette un coup d'œil rapide du coin de l'œil. Else ne pleure pas devant les étrangers. Je sais que c'est pour ça que tu ne pleures pas. Oui, je ne pleure pas. L'épreuve 4 se termine et son esprit est ramené sur Terre. De retour sur Terre, il se met à tout faire. En même temps, Max Cachin, voyant la précision des renseignements de l'épreuve 4, fait désormais entièrement confiance au camp du héros. Il prend l'initiative et élabore un tout nouveau plan pour le groupe. L'économie est florissante. Sacs, médicaments, informations, voilà la véritable monnaie de demain. Il se détend sur le canapé. D'ici 6 mois, les gouvernements du monde entier commenceront à contrôler les voyages, non seulement par la loi, mais aussi par la force. Or, la loi ne peut rivaliser avec le pouvoir. Avant que ces lois n'entrent en vigueur, il faut bâtir une entreprise qui couvre l'ensemble de l'écosystème du voyageur. Un silence s'installe. Jusqu'où va ton attention? L'appel se termine après une longue distance. Kashia entre, une tasse de lait chaud à la main. Quel est ton niveau? Cette fille est très jalouse, c'est en psy. Le petit ami de sa colocataire a peut-être atteint le niveau 11 et sa classe s'est réveillée. Il frime tous les jours à l'école. Il est un niveau haut dessus du sien. Il répond sans lever les yeux. Il peut se montrer tel qu'il est vraiment. C'est un voyageur de niveau 30. Si les mauvaises personnes l'apprennent, Casia ne sera pas une cible. Pourtant, Casia rayonne. Tu es incroyable. Je te montrerai ça à l'école demain. Elle fait la grimace et court dans sa chambre. Il reconnaît son erreur et se remet au travail. Côté investissement, l'action du groupe Seclan grimpe, comme prévu. D'après ses souvenirs, elle deviendra la plus grande entreprise de l'économie du voyage du pays d'ici 3 mois. Mais ce n'est qu'une façade. Il fait tout autre chose en secret. Il rachète des terrains abandonnés et vagues dans les environs. Dans le plus grand silence, pour que personne ne s'en aperçoive. De vieux souvenirs lui apprennent que dans 6 mois, une faille s'ouvrira entre la Terre et Stellar Rail. Des créatures d'autres mondes s'y installeront. Et cette faille s'ouvrira précisément là où il achète des terrains. Lorsque cela se produira, ces terres deviendront le plus grand terrain de chasse pour les voyageurs, et leur valeur sera multipliée par 10 000. Plus important encore, contrôler ce terrain de chasse, c'est contrôler l'accès aux ressources. Pour chaque voyageur. Voilà le vrai pouvoir. Le temps entre chaque voyage mensuel passe vite. Sa vie se déroule sur plusieurs fronts simultanément. D'abord, travailler avec Max Cachin, élaborer la stratégie concrète, accumuler des terres et gérer ce monde en constante expansion. Deuxièmement, il se prépare pour la prochaine épreuve, amélioration de son équipement. Acquisition de nouvelles compétences et entraînement avec les ouvriers. Troisièmement, avant la fin de chaque épreuve, il se rend à la grotte pour prendre des nouvelles de Nari et des enfants. Au fil
Des épreuves, il passe plus de temps dans le train stellaire, et l'attitude de Nari à son égard évolue. De la peur et de la distance, il se transforme en quelque chose d'indéfinissable. Il ne dit plus « je » n'est nulle part où aller. Désormais, sa question est « reviendras-tu » Une fois, il rapporte les biens pillés sur le monstre et restaure la grotte. On ne peut pas vivre éternellement dans une grotte. 11 ancêtres ont connu pire. Mais tu étais une reine. L'ancienne reine. Elle est assise au bord de la rivière, en train de laver le linge. Le linge sale qu'elle a tissé, ses cheveux argentés, flottent au fil de l'eau. Il flotte au fil de l'eau. Il la regarde pendant combien de temps? Lui-même l'ignore. Que regardais-tu? Elle sait lire. L'esprit ne lève pas les yeux. Rien. Un mensonge. La salle de l'esprit. N'utilise pas le cœur d'un elfe. Alors, qu'est-ce que tu regardes, car je te regarde laver le linge. Qu'y a-t-il de si intéressant? Tu fais du bon travail. Elle finit par lever les yeux. Ses yeux émeraudes le fixent. Mais le coin de ses lèvres trahit la vérité. Elle dit doucement, « Oh, c'est ça. Une paix. Une chaleur qu'elle n'a jamais ressentie depuis des lustres. » Comme si, au milieu de ces épreuves dangereuses et interminables, quelqu'un était soudainement apparu. L'économie est florissante. Sacs, médicaments, informations, voilà la véritable monnaie de demain. Il se détend sur le canapé. D'ici 6 mois, les gouvernements du monde entier commenceront à contrôler les voyages, non seulement par la loi, mais aussi par la force. Or, la loi ne peut rivaliser avec le pouvoir. Avant que ces lois n'entrent en vigueur, il faut bâtir une entreprise qui couvre l'ensemble de l'écosystème du voyageur. Un silence s'installe. Jusqu'où va ton attention? L'appel se termine après une longue distance. Kashia entre, une tasse de lait chaud à la main. Quel est ton niveau? Cette fille est très jalouse, c'est en psy. Le petit ami de sa colocataire a peut-être atteint le niveau 11 et sa classe s'est réveillée. Il frime tous les jours à l'école. Il est un niveau haut. Dessus du sien. Il répond sans lever les yeux. Il peut se montrer tel qu'il est vraiment. C'est un voyageur de niveau 30. Si les mauvaises personnes l'apprennent, Kashia ne sera pas une cible. Pourtant, Kashia rayonne. Tu es incroyable. Je te montrerai ça à l'école demain. Elle fait la grimace et court dans sa chambre. Il reconnaît son erreur et se remet au travail. Côté investissement, l'action du groupe Seclan grimpe, comme prévu. D'après ses souvenirs, elle deviendra la plus grande entreprise de l'économie du voyage du pays d'ici 3 mois. Mais ce n'est qu'une façade. Il fait tout autre chose en secret. Il rachète des terrains abandonnés et vagues dans les environs. Dans le plus grand silence, pour que personne ne s'en aperçoive. De vieux souvenirs lui apprennent que dans 6 mois, une faille s'ouvrira entre la Terre et Stellar Rail. Des créatures d'autres mondes s'y installeront. Et cette faille s'ouvrira précisément là où il achète des terrains. Lorsque cela se produira, ces terres deviendront le plus grand terrain de chasse pour les voyageurs, et leur valeur sera multipliée par 10 000. Plus important encore, contrôler ce terrain de chasse, c'est contrôler l'accès aux ressources. Pour chaque voyageur. Voilà le vrai pouvoir. Le temps entre chaque voyage mensuel passe vite. Sa vie se déroule sur plusieurs fronts simultanément. D'abord, travailler avec Max Cachin, élaborer la stratégie concrète, accumuler des terres et gérer ce monde en constante expansion. Deuxièmement, il se prépare pour la prochaine épreuve, amélioration de son équipement. Acquisition de nouvelles compétences et entraînement avec les ouvriers. Troisièmement, avant la fin de chaque épreuve, il se rend à la grotte pour prendre des nouvelles de Nari et des enfants. Au fil des épreuves, il passe plus de temps dans le train stellaire, et l'attitude de Nari à son égard évolue. De la peur et de la distance, il se transforme en quelque chose d'indéfinissable. Il ne dit plus « je » n'est nulle part où aller. Désormais, sa question est « reviendras-tu » Une fois, il rapporte les
Bien piller sur le monstre et restaure la grotte. On ne peut pas vivre éternellement dans une grotte. 11 ancêtres ont connu pire. Mais tu étais une reine. L'ancienne reine. Elle est assise au bord de la rivière, en train de laver le linge. Le linge sale qu'elle a tissé, ses cheveux argentés, flottent au fil de l'eau. Il flotte au fil de l'eau. Il la regarde pendant combien de temps? Lui-même l'ignore. Que regardais-tu? Elle sait lire. L'esprit ne lève pas les yeux. Rien. Un mensonge. La salle de l'esprit n'utilise pas le cœur d'un elfe. Alors, qu'est-ce que tu regardes, car je te regarde laver le linge. Qu'y a-t-il de si intéressant? Tu fais du bon travail. Elle finit par lever les yeux. Ses yeux émeraudes le fixent. Mais le coin de ses lèvres trahit la vérité. Elle dit doucement, « Oh, c'est ça. Une paix. Une chaleur qu'elle n'a jamais ressentie depuis des lustres. » Comme si, au milieu de ces épreuves dangereuses et interminables, quelqu'un était soudainement apparu. La lumière est apparue. Durant les épreuves de plongée et de malédiction, son niveau atteint 50, la troisième phase du dieu de la mort est débloquée, moisson d'âme forme complète. L'énergie spirituelle de chaque être vivant qu'il tue est entièrement absorbée. Une fois un certain seuil d'énergie accumulé atteint, la quatrième phase se débloque. Parallèlement, son équipe s'agrandit. Max Cachin est désormais son partenaire officiel. Son talent de chevalier noir a atteint la deuxième phase de l'éveil. La combinaison de son domaine de la nuit éternelle et de sa puissance héroïque les rend quasiment invincibles. Jésus et Yuna rejoignent également l'équipe. Durant l'épreuve 5, le talent d'invocatrice de Yuna progresse encore. Elle peut désormais invoquer des gardiens plus grands et plus puissants. Le talent de gardien de Karma confère à toute l'équipe des armes et des boucliers qui se révèlent indispensables dans tous les combats de groupe. Pendant ce temps, dans le royaume stellaire, la femme n'est plus la créature elfique qu'elle a jadis sauvée. À chaque épreuve successive, sa force augmente à un rythme stupéfiant. La lignée royale des elfes s'éveille. Elle peut contrôler chaque plante et entité naturelle dans un rayon de 100 mètres. Plus important encore, elle connaît le royaume stellaire mieux que n'importe quel autre voyageur. Des ruines antiques aux trésors cachés, en passant par les zones de Jordisson et les secrets connus des seuls habitants, tout cela lui confère un avantage certain. Dans chaque épreuve, elle lui fait également découvrir le reste du royaume stellaire. Le nain Mars est un nain colérique à la barbe rousse qui brandit son marteau à la vue d'un voyageur. Mais lorsqu'il apprend qu'Hiro est d'Elsa, il accepte à contre-cœur de conclure un marché avec lui. Il laisse derrière lui les armes et les munitions qu'il a fabriquées dans la boutique personnalisée. Car est un jeune guerrier pilote Stark, le deuxième fils du clan du Loup d'Argent. Il a perdu un bras lors d'un raid de voyageurs, mais il en est ressorti plus dangereux que jamais. Il est laid. Voyageur, mais respecte profondément les femmes car Elsa a sauvé la vie du clan du C'est Loup d'Argent un siècle auparavant. Enfin, il y a une mystérieuse elfe de la main nommée Vespé. Son vrai nom est personne, et elle vend des potions rares au marché noir. C'est Jean de Stellar. Raïtisse lentement un réseau, une force gravitant autour des héros et prenant forme discrètement dans 2 mondes. Mais tout n'est pas si simple. Avant le début du 7e procès, il reçoit une nouvelle inquiétante. Grâce à son réseau de renseignements, Max Cachin a découvert une organisation secrète sur Terre. Chaque membre est un voyageur de haut niveau. Ils se font appeler les élus. Les élus croient que les voyageurs sont le peuple élu de Dieu. Et que les gens ordinaires doivent se soumettre aux voyageurs. Cette idée se répand rapidement au sein de la communauté des voyageurs. De plus en plus de voyageurs se font justicieux. Même et utilisent leur pouvoir pour opprimer les gens ordinaires. Plus effrayant encore est la possibilité que les anges soient à l'origine de cette organisation des élus. Si les anges soutiennent cette organisation, la voix de Max Quinn au téléphone sonne grave et glaciale. Cela signifie que les dieux ne veulent pas détruire l'humanité par des épreuves. Ils veulent briser les
survivant de l'intérieur. C'est exactement comme ça qu'ils agissent. Tu le sais, je l'ai vu. Max se tait. Il avait depuis longtemps cessé de remettre en question son autorité. Alors, que faire? Couper les racines avant qu'elles ne poussent. C'est pourquoi j'achète ce terrain. S'emparer des ressources, et on pourra étouffer toutes les organisations de voyageurs et les anéantir. Après la fin du procès, il prend une décision inattendue. Il donne un sens à la vie des femmes. La troisième phase du dieu 2. NG a désormais atteint quelque chose de plus profond. Un mur entre les mondes. En 1000 ans, nul n'a réussi à percer le mystère du réseau du royaume stellaire. Créé par les dieux. Porteur, il est, en théorie, infranchissable. Mais en quoi consiste exactement le talent du dieu de la mort? Posséder la mort et créer le porteur sont aussi des formes de destruction. Cela rompt tout lien entre les mondes. Si le dieu de la mort est maître de la destruction, il peut ouvrir cette porte. Cette nuit-là, dans le champ désert aux abords de Goa, il lève la lame du dévoreur d'âmes au-dessus de sa tête. Chaque goutte de terre séchée qu'il inhale imprègne la lame, qui se transforme en une boule de feu d'un bleu profond. Nari se tient non loin. Une lueur de feu brille dans ses yeux brodés, serrant contre lui le plus jeune. Enfant. Tu fais vraiment ça? Sa voix tremble légèrement. Déchirer le porteur pourrait blesser les dieux. Qu'ils viennent. Il abat la lame du dévoreur d'âmes de toutes ses forces. La lame fend l'air, mais soudain, l'espace se déchire. Une fissure noire s'ouvre dans les airs. Les lumières de la ville apparaissent faiblement de l'autre côté. Talent du dieu de la mort, sage, pour les trancheurs spéciaux éveillés. Vous avez acquis la capacité d'ouvrir la porte entre deux mondes. Éveillé, dit-il, cet exploit a attiré l'attention d'un officier supérieur. Je m'en fiche. Il tend la main. La femme le regarde d'abord. Puis, mettant les enfants derrière elle, elle place sa main dans la sienne. Je ne viens pas parce que j'ai peur. C'est que je viens parce qu'elle ne tient pas parole. Mais sa poigne est ferme. Ils franchissent la faille ensemble.